Voilà, bonne conférence et merci à Jérémy d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonsoir à vous tous. J'ai 3 microphones sur moi, je dois être quelqu'un d'important. Merci d'être venu, ça fait plaisir de parler à une salle pleine de personnes. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'intelligence dans cette salle. Je vais parler pendant à peu près 1 heure pour mettre sur la table ce que je sais et ce que je pense. Et ensuite, j'accueille volontiers vos remarques, vos propres réflexions, vos questions. Le but est de créer un dialogue et un espace de réflexion. Est-ce que ça vous va? Bueno. Alors, le sujet est plantes et chamanisme. Je considère ce que nous appelons chamanisme comme faisant partie des savoirs des peuples indigènes. Alors, je vais parler à partir de mon expérience en Amazonie, du chamanisme des peuples indigènes amazoniens. Mais avant de parler de leur savoir, je vais commencer en parlant un petit peu de leur situation actuelle à travers mon travail. Depuis 1989, je travaille pour une organisation d'entraide suisse comme directeur de projet amazonien. Je me concentre surtout sur l'Amazonie péruvienne, qui est une région un peu plus grande que la France. Plusieurs régions en Amazonie péruvienne ont été gravement contaminées par l'industrie pétrolière. C'est que le pétrole que l'on extrait du sous-sol de cette forêt pluviale est accompagné de grandes quantités d'eau de formation. Ce sont des eaux à des températures presque bouillantes, extrêmement salées et chargées d'hydrocarbures et de métaux lourds. Par exemple, dans la vallée du Corrientes, sur la frontière nord de l'Amazonie péruvienne, là où on extrait la moitié du pétrole produit au Pérou, chaque baril de pétrole est accompagné de 9 barils d'eau de formation. Et jusqu'à présent, les compagnies pétrolières ont surtout rejeté ces eaux de formation directement dans les rivières. Dans la vallée du Corrientes, on estime que les différentes compagnies pétrolières qui sont actives dans la région depuis 35 ans ont déversé en moyenne 200 millions de litres par jour d'eau de formation. 200 millions de litres par jour pendant 35 ans. Le résultat de cette pollution est d'avoir contaminé tout l'écosystème. Les poissons qui subsistent sont impropres à la consommation et les quelques 8000 indigènes Achuar, Quichua et Urarinas qui habitent cette vallée ont le corps chargé de métaux lourds. D'après une étude récente du ministère de la Santé du Pérou, 98% des enfants et des adolescents
indigènes avaient des taux de cadmium dans le sang au-dessus des normes acceptables. Lorsqu'on a en face de soi des contaminations pareilles, c'est difficile de trouver les mots justes. L'impact sur l'écosystème amazonien est en train encore d'être découvert. J'ai croisé des spécialistes du WWF dans le Haut-Marañón à la recherche de poissons qui n'y sont plus. C'était le mystère qu'ils exploraient en l'été de 2006. Pourquoi dans cette région où il n'y a pas du tout d'industrie, n'y a-t-il plus de poissons dans les rivières? La réponse n'est pas à chercher très loin, quelques centaines de kilomètres en aval, là où la rivière du Corrientes se déverse dans le Marañón, qui lui-même va aller se déverser dans l'Amazone. Il y a 200 millions de litres par jour de métaux lourds et d'hydrocarbures qui forment une sorte de barrière, et les poissons migrent, ce qui fait qu'une pollution dans une région précise peut affecter toute une autre région de cette façon-là. C'est assez surréel de se retrouver dans des régions complètement sauvages où il n'y a pas l'ombre d'un colon, il n'y a que des indigènes qui vivent à peu près traditionnellement, mais il n'y a plus de poissons dans les rivières. Quelques 800 kilomètres au sud du Corrientes, dans la vallée de l'Urubamba, c'est à peu près la même histoire. On est dans une toute autre région avec d'autres indigènes qui parlent une autre langue, mais dans le sous-sol, il y a une des plus grandes réserves de gaz naturel au monde. Alors, depuis 20 ans, on y a implanté des centres d'extraction, et là aussi, dans l'Urubamba, les poissons ont disparu. Les questions que les indigènes se posent actuellement sont: comment survivre? Comment nourrir sa famille? En Amazonie péruvienne, on estime que les gens en général mangent traditionnellement 3 fois plus de poissons que de viande. C'est que normalement les rivières étaient poissonneuses, le poisson est facile à attraper et bon à manger. C'est des gens qui ont l'habitude de manger du poisson. Mais alors que faire? Comment nourrir sa famille lorsqu'il n'y a plus de poissons dans la rivière? Et les questions que les Achuar dans la vallée du Corrientes se posent, c'est comment cesser d'être empoisonné aux métaux lourds? Alors, il y a plusieurs possibilités pour ces gens. Par exemple, les Aguaruna Jivaro vivant dans le Haut-Marañón, devant leurs rivières vides, ont décidé d'apprendre la pisciculture. Finalement, ça coûte pas très cher de creuser un petit peu autour d'une rivière, de mettre une barrière et de commencer une petite pisciculture familiale. Donc, des solutions existent. Pour les Indiens Achuar du Corrientes, c'était une question un peu plus délicate. Ils ont mené toute une grève pacifique contre les compagnies pétrolières. Ils ont paralysé l'extraction de pétrole au Pérou pendant 15 jours et ont obtenu une victoire historique en forçant la compagnie Plus Pétrole à signer un accord où il s'engage à réinjecter les eaux de formation dans le sous-sol. Il s'était engagé à réinjecter les 100% de ces eaux d'ici la fin de 2007, mais malheureusement, à la fin de 2007, il n'avait réussi qu'à injecter 45% de ces eaux. Donc en fait, c'est une lutte politique que les Achuar continuent, et si jamais ça vous intéresse, les Achuar ont maintenant des caméras, ils sont connectés à Internet, ils ont leur bureau à Iquitos, et ils postent sur YouTube les déversements de pétrole qui continuent d'ailleurs dans la vallée du Corrientes. Alors si ça vous intéresse, vous tapez Corrientes et Petroleo sur YouTube et vous verrez à quoi ça peut ressembler. D'autres régions en Amazonie péruvienne ne sont pas contaminées. J'ai visité cet été plusieurs communautés d'Indiens Cucamas. Leurs lacs et leurs rivières regorgent de poissons et leurs communautés sont remplies d'enfants sains et rieurs qui jouent en bande. Ces gens-là ont clairement une qualité de vie supérieure à ceux qui habitent dans les bidonvilles d'Iquitos, par exemple.
traditionnellement, à la base, les peuples indigènes de l'Amazonie sont ni riches ni pauvres. Ce ne sont pas des concepts indigènes. L'argent non plus n'est pas traditionnellement un de leurs concepts ni une de leurs pratiques. Tant que les indigènes ont le contrôle de leurs ressources et de leur territoire, ils vivent bien. Si les Indiens n'ont plus le contrôle de leur territoire ou si leurs ressources sont contaminées, à partir de là, c'est vrai qu'on peut dire qu'ils sont devenus pauvres. Mais s'ils sont pauvres, c'est qu'on les a transformés en pauvres. Donc, si je parle des contaminations pétrole, c'est pas que pour que vous ayez pitié de ces pauvres Indiens, qu'on soit bien clair. Par contre, je pense qu'il est important de comprendre, si on veut s'approcher de la réalité de ces peuples, de comprendre que les coups de boutoir qu'ils reçoivent ne datent pas d'hier. Et au cours des 500 derniers ans, à commencer par l'arrivée des conquistadors et la suite de la colonisation de leur région, ces peuples ont perdu de vastes territoires et un grand nombre d'individus. On estime qu'il y a 500 ans, il y avait entre 7 à 10 millions d'Indiens en Amazonie, alors que maintenant, il y a environ 1,5 million d'Indiens amazoniens. Donc ça montre l'échelle du choc du colonialisme qui a ensuite été prolongé à partir de la deuxième moitié du 19e siècle avec le début de l'industrie par l'extraction des ressources naturelles par le monde industriel, à commencer par le caoutchouc. C'est que dès le début de l'industrialisation, on avait besoin de cette gomme amazonienne pour flexibiliser les pièces de nos machines. Alors, des dizaines de milliers d'indigènes amazoniens ont été embrigadés dans l'extraction de caoutchouc, souvent dans des conditions inhumaines. Et au cours du XXe siècle, c'est l'extraction d'autres matières premières, non plus le caoutchouc, mais ensuite le pétrole, l'or, le bois précieux, le déboisement de leur territoire, la colonisation de leur territoire, que ces peuples ont dû encaisser. Je suis arrivé en Amazonie péruvienne comme jeune anthropologue en 1984. À cette époque-là, les experts du développement disaient que pour développer la forêt amazonienne, il fallait la vider de ses habitants indigènes et couper les arbres pour extraire les ressources naturelles. Ils disaient que le déboisement, c'était du développement. En tant qu'anthropologue, je voulais vivre avec des Indiens Ashaninka, en plein milieu de l'Amazonie péruvienne, et étudier leur façon d'utiliser les ressources. Parce que à ce moment-là, les experts disaient, les Indiens ne savent pas utiliser les ressources naturelles de façon rationnelle, et il est donc économiquement justifiable d'exproprier leur territoire. Je voulais réaliser une étude montrant que ces indigènes amazoniens utilisaient leurs ressources rationnellement et méritaient donc le droit de posséder leur territoire. Le but de cette recherche anthropologique était de contredire les banques internationales du développement et essayer de les faire changer de politique. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Le but, toutefois, est de le changer, comme Marx a dit. Alors, je me suis installé dans une communauté Ashaninka, en pleine Amazonie péruvienne, et ces Indiens m'ont pris sous leur aile et ont commencé à me montrer ce qu'ils savaient de la forêt. Il s'avère que l'Amazonie péruvienne est l'endroit au monde qui a la plus grande diversité d'espèces naturelles. C'est l'épicentre mondial de la biodiversité. Il y a plus d'espèces
d'arbres, d'insectes, d'amphibiens, de reptiles et de mammifères dans cette forêt que dans n'importe quelle autre région de taille similaire. Les scientifiques ont répertorié plus d'espèces de fourmis sur un seul tronc que sur l'ensemble des îles britanniques, plus d'espèces d'arbres sur un seul hectare que sur tout le continent européen, plus d'espèces d'oiseaux dans une seule vallée que dans toute l'Amérique du Nord. C'est l'endroit au monde où la vie est la plus active et fertile et ça se sent. Quand vous entrez dans cette forêt, il y a un musc dans l'air, on dirait une serre. Étonnamment, les Ashaninka qui m'accompagnaient dans cette forêt avaient des noms pour presque toutes les espèces de plantes et attribuaient des usages à environ la moitié d'entre elles. Ils connaissaient des plantes pour comme ils utilisaient des plantes comme matériel de construction, comme nourriture, comme cosmétique, teinture, comme remède. Ils connaissaient des plantes qui accéléraient la cicatrisation des plaies ou soignaient le mal de dos chronique ou guérissaient la diarrhée. Chaque fois que l'occasion se présentait, j'essayais une de ces plantes sur ma personne pour constater que ce qu'il disait était vrai. Alors j'ai commencé à demander à ces Ashaninka comment ils savaient ce qu'ils savaient à propos des plantes. Leur réponse était énigmatique. Différentes personnes m'ont répondu à différents moments. La connaissance à propos des plantes vient des plantes elles-mêmes. Et nos ayahuasqueros, tabaqueros prennent une mixture hallucinogène appelée ayahuasca ou mangent du concentré de tabac et communiquent dans leur vision avec les essences ou les mers ou les esprits qui sont communs à l'ensemble des êtres vivants et qui sont des sources d'information. Il disait que la nature est intelligente et communique avec les humains dans les visions et dans les rêves. Personnellement, je ne prenais pas au sérieux ce que ces Indiens disaient. Ça ne pouvait pas être vrai d'après les critères de la science, parce que considérer qu'il y a de l'information vérifiable dans les hallucinations est la définition de la psychose. Et en plus, ça contredisait le but principal de ma recherche, qui était de démontrer que ces gens utilisaient leurs ressources rationnellement. Mais après plusieurs mois dans ce village Ashaninka, je me suis retrouvé dans une communauté avoisinante et j'avais déjà passé la journée à travailler dans les jardins avec plusieurs hommes et le soir venu, nous buvions de la bière de manioc ensemble et je leur ai posé la question que j'avais déjà posée dans le premier village. Et vous, comment est-ce que vous savez ce que vous savez à propos des plantes? Hermano Jeremías, frère Jérémie, si tu veux connaître la réponse à ta question, tu dois boire de l'ayahuasca, m'a répondu un homme. Et si tu veux, je te montre ça à l'occasion. Il a dit que c'était la télévision de la forêt et que ça permettait de voir des images et d'apprendre des choses. Par curiosité, j'ai accepté sa proposition et plusieurs soirs plus tard, je me suis retrouvé sur la plateforme d'une maison tranquille avec cet ayahuasquero et j'ai bu la mixture amère. Je vais vous narrer brièvement cette expérience extraordinaire. Mais je tiens à dire que l'absorption d'une substance ou d'une plante hallucinogène n'est pas sans risque. Si vous êtes quelqu'un de légèrement borderline psychotique, par exemple, ça peut vous précipiter de l'autre côté de la ligne et il peut s'avérer difficile de revenir. Et vous ne pouvez jamais savoir, avant de prendre ce risque, si vous êtes à moitié borderline ou pas.
Donc voilà, j'ai pris ce risque et je vais vous donner mon témoignage, mais ce n'est pas pour vous encourager à faire quoi que ce soit bien clair. Ou plutôt, est-ce que c'est bien clair? Cette ayahuasquero a commencé dans l'obscurité à siffloter à un niveau à peine audible et ensuite à chanter de fines mélodies légèrement dissonantes et en boucle. Et en suivant ces mélodies, j'ai commencé à voir avec mes yeux fermés toutes sortes d'images kaléidoscopiques qui assez rapidement ont été remplacées par des immenses serpents fluorescents d'environ 15 mètres de long et 1 mètre de haut, que je voyais même avec mes yeux ouverts, qui étaient 100 fois plus intenses que la réalité ordinaire, qui semblait une sorte de mémoire distante et terne à ce moment-là. Et ces serpents fluorescents ont commencé à m'expliquer des choses pénibles à entendre à propos de ma personne, dans un langage télépathique qui semblait traverser mon front. Et la première chose qu'ils m'ont dite était « Tu n'es qu'un tout petit être humain, tout petit ». Et je pouvais voir en les regardant que ce qu'ils disaient était vrai, que mon regard habituel, tridimensionnel, rationnel et matériel sur la réalité, c'est-à-dire que je pensais connaître la réalité. Elle est atomique. Et je présupposais que ceux dont ces Indiens me parlaient n'existaient pas. J'ai donc pu voir que mon regard sur le monde était d'une arrogance sans fond, puisque mes yeux étaient en train de me montrer quelque chose que je présupposais n'existait pas. J'avais donc devant moi l'arrogance de mes propres présupposés, suite de quoi je devais vomir. Le mot en Ashaninka pour ayahuasca est kamarampi, du verbe kamarank, vomir. Et c'est aussi le mot maranki qui est serpent. Donc la mixture chamanique s'appelle serpent-vomir. Effectivement. Donc je me suis levé, j'ai enjambé ces serpents en leur présentant mes plus humbles excuses et j'ai commencé à vomir des couleurs. C'est vrai que c'est un peu une longue histoire, mais finalement, après quelques ablutions, j'ai regagné le cercle où le chaman chantait encore ses mélodies et je me suis rassis sur les ailes de sa mélodie. J'ai vécu dans mes visions la sortie de mon propre corps, mais alors catapulté en dehors de mon corps, une sorte de fusée. Je me suis retrouvé à des centaines de kilomètres au-dessus de la planète, qui était toute blanche, toute couverte de glace. Et à ce moment-là, je vous assure que je n'avais jamais entendu parler de l'idée que la planète Terre avait été, il y a très longtemps, couverte de glace. Mais actuellement, les scientifiques en parlent. Il semble qu'il y a environ 700 millions d'années, c'était le cas. Moi, à ce moment-là, j'avais 25 ans, j'étais en dehors de mon corps alors que j'étais un matérialiste marxiste et je regardais la planète et elle était toute couverte de glace. Suite de quoi, l'ayahuasquero a modifié sa mélodie et je me suis retrouvé dans mon corps en me disant « Mais attends, mais il ne peut pas modifier sa mélodie ». Et ensuite, ça a juste continué avec des centaines de milliers d'images qui laissaient les vidéos rock de cette époque, 1985, dans la poussière. C'était des images comme les nervures d'une main humaine qui se superposaient avec des nervures d'une feuille verte. Et le message visuel était « T'as vu, c'est la même matière, mon gars ». Ah ouais. Et ensuite des centaines de milliers d'autres images. L'impression globale était comme être dans une machine à laver pendant 3 heures. Bueno. C'est une expérience si extraordinaire que 23 ans plus tard, quand je la raconte, je m'en porte encore.
Alors le lendemain, j'ai essayé de faire sens de cette expérience. D'un côté, ça confirmait ce que mes consultants à Shaninka avaient dit. Tu peux prendre de l'expérience avec un praticien pleinement formé et apprendre des choses. J'avais appris que j'étais tout petit, mais que je faisais partie de la nature. D'ailleurs, ce matin-là, je suis allé au bord de la rivière pour me rafraîchir un petit peu et j'ai pris une feuille verte qui poussait d'un buisson et je l'ai mis à la lumière du soleil pour voir que c'était en fait littéralement vrai, que les nervures d'une feuille et les nervures d'une main humaine se ressemblent et que même la texture y est. Cette expérience était comme une réconciliation avec la nature. C'était un sentiment, la première fois au cours de ma vie que j'avais ce sentiment-là, c'était comme une sorte d'antidote à l'anthropocentrisme de l'anthropologie. J'étais un jeune être humain en train d'étudier les êtres humains et en fait cet enseignement-là était fait sur mesure pour moi. C'était exactement ce que j'avais besoin d'apprendre. Et d'ailleurs, de nombreuses personnes qui font l'expérience de l'ayahuasca rapportent ce sentiment, que ce qu'ils apprennent est fait sur mesure pour eux. Toujours est-il qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, alors on peut peut-être apprendre des choses, ça confirme peut-être ce que les Ashaninka racontent, mais en même temps, tout ça, c'est un peu trop. Comment est-ce que je peux retourner dans mon université et raconter ça à mes professeurs et collègues et espérer qu'ils me prennent au sérieux? L'ombre de Carlos Castaneda survola ma carrière naissante et je me suis dégonflé. J'ai tourné le dos, enfin j'ai pris peur en fait, j'ai tourné le dos à ce mystère, j'ai continué mon investigation sur les utilisations rationnelles que les Ashaninka faisaient de leurs ressources naturelles et une année plus tard, je suis retourné à l'université où j'ai écrit une thèse et suis devenu un docteur en anthropologie. Dans la thèse, il n'est pas du tout question ni de chamanisme ni d'ayahuasca. Voilà. Bien. Une idée que les Ashaninka ont réussi à me transmettre assez rapidement et clairement, c'est, d'après eux, la pratique est la forme la plus avancée de la théorie. Ils pensent que si une idée est bonne, c'est qu'on peut en faire quelque chose. Sinon, c'est de la pura teoria. Autrement dit, ça ne vaut pas grand-chose. Alors, je cherche utile ce que j'avais appris et j'ai donc commencé à travailler pour cette organisation d'entraide suisse qui m'emploie à ce jour. C'était en 1989 et j'ai commencé à récolter des fonds ici en Europe pour la démarcation et la titularisation de territoires indigènes en Amazonie occidentale et pour des programmes d'éducation bilingue et interculturelle pour ces peuples. À ce jour, ce travail a mené à la titularisation de quelques 4 millions d'hectares en faveur des communautés indigènes, soit une surface équivalente à la Suisse ou à 1% de la forêt amazonienne dans son ensemble. Et ce travail m'a permis de retourner de nombreuses fois en Amazonie et de faire la connaissance de représentants de dizaines de peuples indigènes, pas seulement des Ashaninka, mais des Aguaruna, Witoto, Bora, Matsigenka, Shawi, et ainsi de suite. Et puisque je faisais un travail non pas d'investigation, mais d'activisme et de récolte de fonds en faveur des initiatives de ces gens, chaque fois que j'arrivais dans des régions isolées de l'Amazonie péruvienne pour aller constater les résultats du travail, j'étais invariablement bien reçu. On pourrait même dire avec un tapis rouge. Il y avait toujours des fêtes pour remercier pour ce qui avait été mis en œuvre. Et durant ces fêtes, souvent un peu tardivement, l'heure de minuit venue, je demandais à ces différents indigènes, et vous, comment est-ce que vous savez ce que vous savez à propos des plantes?
Oh, eh ben nous, on a des ayahuasqueros, des tabaqueros, ils prennent leur mixture et ensuite ils parlent avec les essences qui sont communes à l'ensemble des formes de vie et qui sont des sources d'information. Voilà comment ce qu'on sait. En fait, c'est tout simple. Bon, c'est peut-être tout simple, mais c'est quand même un mystère, parce que voici des gens qui vivent de façon intime et depuis des milliers d'années dans le milieu biologique le plus diversifié de la planète. Leur savoir botanique est maintenant largement reconnu et même pillé par la science et l'industrie, et ils affirment qu'une bonne partie de leur savoir provient des hallucinations de leurs chamans. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? À mon avis, c'était une question hautement politique. Nous pensons que nous sommes les champions de la démocratie et du respect des droits de l'homme et ainsi de suite. Par contre, nous allons chez ces gens, nous prenons leurs plantes et leurs remèdes et nous n'avons même pas la politesse d'engager une conversation avec eux à propos de l'origine de leur savoir, puisqu'il contredit certains principes de notre savoir. Alors, on utilise leur savoir, mais on n'est même pas foutu d'avoir une conversation avec eux. Alors, si réellement on va parler de développement durable et de respect de biodiversité et de respect des peuples indigènes, alors à partir de là, il nous incombait, me semblait-il, à essayer d'engager un véritable dialogue avec ces peuples à propos de ce savoir. Donc, c'est pour ces raisons-là que j'ai décidé de me pencher sur le chamanisme, ou à mon avis, on ferait mieux de l'appeler ça les savoirs des peuples indigènes, en l'occurrence amazoniens. C'est clair qu'à ce moment-là, j'étais critique de ma propre culture industrielle, commerciale et matérielle, et ce que je cherchais à faire, c'était d'ouvrir un dialogue entre la science et les savoirs indigènes. C'est assez clair que ma démarche partait d'un désenchantement avec le modernisme, et c'était une approche franchement hybride. Alors, se pencher sur le chamanisme, d'accord. À mon avis, il n'est pas vraiment possible de comprendre le chamanisme si on n'a pas une perspective historique. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un chaman? Il y a 500 ans, les Européens ont commencé à s'étendre à travers le monde, et un peu partout où ils sont arrivés, ils sont tombés sur des individus qui prétendaient communiquer avec des esprits et d'être capables de guérir les gens ou de leur faire du tort, d'avoir une influence sur le temps, d'enchanter le gibier. Et ces différents praticiens avaient des noms différents selon la culture où ils se trouvaient. C'était des pages, des angakut, des arenduanens ou des chamans selon qu'on se trouvait sur la côte du Brésil ou chez les Inuits ou chez les Sioux ou en Sibérie. Les Européens les appelaient les premiers observateurs européens au XVIe et XVIIe siècle les appelaient des jongleurs, des sorciers, des prestidigitateurs ou d'autres noms souvent péjoratifs. Les Européens eux-mêmes étaient espagnols, anglais, russes, allemands ou français. Par manque d'un mot approprié, on a importé le terme sibérien chaman dans les langues européennes. C'est arrivé d'abord par le russe, c'est passé à l'allemand et de là au français et à l'anglais.
Cette importation d'un mot sibérien est due à l'économie du savoir au XVIIe et XVIIIe siècle. À cette époque-là, les tsars russes étaient les plus riches patrons de la science et engageaient la fine fleur de l'intelligentsia européenne dans leur entreprise d'étendre et de comprendre leur empire. Alors, par exemple, dans les années 1730, le professeur allemand de botanique et de chimie, Johann Gmelin, a passé une décade à explorer la Sibérie pour le compte de Pierre le Grand. Et il en a ramené la première description d'une séance d'un chaman Tungouz et de ses assistants. Ces chamans battaient des tambours, chantaient, faisaient des tours de passe-passe et imitaient des bruits d'animaux dans l'obscurité. Ils prétendaient pouvoir guérir les gens ou au contraire leur faire du tort. Et pour Gmelin, tous ces agissements de ce chaman Tungouz n'étaient que des supercheries qui méritaient des travaux forcés à perpétuité dans les mines. La première définition écrite d'un chaman a été donnée en 1765 par Denis Diderot et ses collègues dans leur encyclopédie. Pour Diderot et collègues, les chamans sont des imposteurs qui prétendent communiquer avec le diable pour guérir les gens et faire des tours de passe-passe qui semblent surnaturels à un peuple imbécile et superstitieux. Fermez les guillemets. Il faut dire qu'à ce moment-là, c'était déjà une grande ouverture d'esprit. De 1500 à 1700, le gros des observateurs européens de chamans étaient des prêtres et jugeaient que ces praticiens étaient surtout des ministres du diable. Et être taxé de ministre du diable entre 1500 et 1700, c'était pas cool. Parce que à ce moment-là, c'est là que l'Inquisition battait son plein. C'était pas de 1300 à 1500, c'était de 1500 à 1700 en fait. C'est là qu'on brûlait des dizaines de milliers de personnes à travers l'Europe accusées de sorcellerie. Et l'Inquisition espagnole a aussi brûlé un certain nombre de chamans au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique centrale et du Sud. Alors, quand les premiers rationalistes sont arrivés et ont dit « ce sont des imposteurs », c'était déjà une promotion, puisqu'on ne brûle pas les imposteurs jusqu'à nouvel avis. L'encyclopédie de Diderot et de ses collègues était la pierre angulaire du jeune projet rationaliste. Le rationalisme fait le pari que la réalité peut être comprise en la mesurant et en la définissant. C'était le travail de l'encyclopédie, c'était de définir tout ce qui existait. Le mot rationnel vient du latin ratio pour calcul. Et c'est devant les agissements hallucinés des chamans, les premiers observateurs rationnels ont senti le besoin de prendre de la distance et de marquer leur différence entre leur approche du savoir et cette sorte d'anti-savoir chamanique. C'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Alors on voit dès le début que le mot chaman, hors de son contexte sibérien, est une étiquette transculturelle inventée par des Européens et appliquée à toutes sortes de praticiens de par le monde. Une étiquette transculturelle inventée par des non-chamans et appliquée à des praticiens qui ne s'appelaient pas chamans. Ok, alors c'est déjà un drôle de concept. Et vous allez voir que dans
dans tout ce sujet, c'est rendu compliqué mais en même temps fascinant par ce genre de difficultés. C'est comme si lorsqu'on est un rationaliste et qu'on est confronté au chamanisme, on se retrouve à quelque part devant un miroir où on voit les limites de notre propre système de savoir et de nos propres concepts et de nos propres présupposés. Et si on ne les prend pas en considération, on n'a aucune chance d'entrer dans une véritable compréhension. On est condamné à utiliser les concepts que nous avons pour essayer de comprendre le monde, mais en l'occurrence, il s'agit d'une réalité que si on ne mène pas une autocritique en même temps de nos concepts, on n'a juste aucune chance de toucher le juste. Il a fallu attendre la naissance de l'anthropologie au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle pour que les observations des chamans s'affinent. C'est l'anthropologue Franz Boas qui a fait remarquer en 1900 que si un anthropologue veut comprendre une autre culture dans son altérité, il doit prendre en considération ses propres présupposés culturels, sinon il court le risque de les projeter sur son objet d'étude. Et d'ailleurs, on peut voir en regardant les textes écrits par des Européens sur des chamans de 1500 à 1900, vous avez surtout des couches et des couches de présupposés et très peu d'observations exactes à propos de ces praticiens. Boas a formé toute une génération d'anthropologues qui ont pris d'assaut le XXe siècle, on pourrait dire. Et alors, à partir de là, on a commencé à avoir toutes sortes d'informations sur ces praticiens de par la planète. Claude Lévi-Strauss a sans doute révolutionné la compréhension des chamans au XXe siècle lorsqu'il a écrit son article « L'efficacité symbolique » en 1949, où il a comparé pour la première fois les chamans à des psychanalystes. La différence entre ces deux praticiens, disait Lévi-Strauss, c'était que le chaman parle tandis que le psychanalyste écoute. À partir de là, il a été plus facile pour les Occidentaux académiques de prendre les chamans au sérieux. Et au XXe siècle, on a des pointures anthropologiques comme Lévi-Strauss, Alfred Metro, Gerardo Reichel-Dolmatov. Tous ces grands anthropologues ont écrit à propos de chamans en dehors de la Sibérie et particulièrement en Amazonie. Donc, à travers les écritures des anthropologues au XXe siècle, qu'on le veuille ou non, on parle maintenant de chaman et de chamanisme en Amazonie, là où en fait les indigènes eux-mêmes n'utilisent pas ce mot. C'est Alfred Metro qui a donné la définition la plus simple et utilisable, à mon avis, d'un chaman. Pour Metro, un chaman, qu'il soit sibérien ou australien ou amazonien, s'occupe de la guérison, de l'enchantement du gibier, de l'interprétation de signes, de l'influence sur le temps et de la divination. Et un chaman est tout individu qui, dans l'intérêt de la communauté, entretient par profession un commerce intermittent avec les esprits où on est possédé. Tout individu qui, dans l'intérêt de la communauté, entretient par profession un commerce intermittent avec les esprits. Bueno. En fait, chez les Ashaninka avec qui je vivais dans les années 80, les gens n'utilisaient pas le mot chaman, ils ne connaissaient pas ce mot. Ils disaient, pour parler des praticiens qui utilisaient l'ayahuasca et d'autres plantes pour guérir les gens, pour traiter la mauvaise fortune, ce sont des sheripiari, du mot sheri qui veut dire tabac. Ce sont ceux qui utilisent le tabac.
chez les Shipibo voisins, on parle de Onaya, qui veut dire celui qui sait. Et les Onaya un peu plus haut gradés sont des Meraya, celui qui a rencontré, sous-entendu les esprits. Est-ce qu'un Sheripiari à Shaninka est exactement la même chose qu'un Onaya Shipibo? Sans doute pas. Mais tous deux sont ce qu'on peut appeler des chamans. Donc, on peut voir que cette étiquette a des limites, n'est pas très précise, mais a quand même une certaine utilité. Ok, ça va? Si vous avez des questions et si c'est pas clair, vous dites. Ça joue là pour l'instant? En Amazonie occidentale, les recherches anthropologiques ont révélé ce que Peter Gao appelle une étonnante uniformité des pratiques chamaniques. Un peu partout, la guérison chamanique s'effectue avec la décoction de plantes hallucinogènes ayahuasca. Les techniques d'apprentissage et de guérison sont similaires et les praticiens se réfèrent à une cosmologie analogue d'agents surnaturels. Bien sûr, il y a des exceptions à cette généralité, particulièrement parmi les peuples qui vivent d'une façon isolée. À travers l'Amazonie occidentale, les chamans ou ayahuasqueros affirment qu'ils perçoivent dans leur vision des entités qui émettent des mélodies. Ces entités, ils les appellent des essences ou des mers, ou lorsqu'ils parlent en espagnol à des anthropologues, et pour être compris, ils parlent d'esprit. Et ces entités émettent des mélodies. Et le travail principal du chaman consiste à apprendre ces mélodies en les imitant et en les mémorisant, suite de quoi, en chantant, il peut les utiliser pour convoquer les esprits. Et selon leur conception, chaque espèce vivante a une mélodie qui correspond à son essence. Un des meilleurs livres sur ce sujet a été publié il y a 25 ans par Jean-Pierre Chaumeil et s'appelle « Voir, savoir, pouvoir, le chamanisme chez les Yaguas du nord-est péruvien ». Selon Chaumeil, les Yaguas considèrent que l'absorption de plantes hallucinogènes comme l'ayahuasca, le tabac, la brugmansia est l'unique voie de connaissance. Ils n'envisagent pas une initiation chamanique sans ces plantes. Et les chamans Yaguas prennent l'ayahuasca avant tout pour voir les essences. Mais il n'y a pas besoin d'être un chaman pour prendre de l'ayahuasca. Chez les Yaguas, tout un chacun peut prendre de l'ayahuasca, également pour voir. Chaumeil dit que les Yaguas ordinaires qui prennent de l'ayahuasca cherchent avant tout à faire de l'auto-guérison ou recherchent des effets télépathiques. Selon Chaumeil, la démarche chamanique est l'ABC de la démarche chamanique, c'est précisément voir, savoir, pouvoir. Il faut d'abord voir pour savoir, suite de quoi on a une chance d'avoir un pouvoir. Cette primauté de la vision dans le chamanisme ayahuasca est attestée à travers l'Amazonie occidentale.
Par exemple, Robert Carnero, qui est un anthropologue américain, a écrit en 1964 déjà à propos des Amawaka qu'ils utilisent l'ayahuasca pour voir les yoshi, qui sont les essences ou esprits dans leur langue. Et dit Carnero, plus la potion est forte, plus on voit de yoshi. Peter Gao, écrivant en 1995 à propos des Piro, aussi en Amazonie péruvienne, écrit « Chez les Piro, les hallucinations font voir tant les origines de la maladie comme les objets de sorcellerie brillant dans le corps d'un malade, des pays lointains, des parents morts ou distants. Les Indiens disent, avec l'ayahuasca, on voit de tout. Il serait mieux de dire qu'avec l'ayahuasca, tout devient visible. Un de ses plus forts effets est que les êtres puissants, normalement invisibles, deviennent visibles. » Et en 2003, Rama Leclerc, qui est une anthropologue française et qui a étudié le chamanisme chez les Shipibo, a écrit « Les Shipibo disent avec insistance que l'ayahuasca permet de voir. Voir quoi ? Tant la réalité physique que celle de l'autre monde. » Elle ajoute « Les personnes ordinaires qui l'utilisent s'en servent afin de clarifier une situation donnée ou par exemple afin de voir l'issue d'une entreprise. » Très bien, alors ces différents praticiens répartis parmi plus de 70 peuples utilisent ces plantes pour voir ces entités ou ces essences. Et alors, que nous disent-ils à propos des esprits de la nature? Peu d'anthropologues se sont vraiment penchés sur cette question. Je crois que celui qui a fait le meilleur travail dans ce sens s'appelle Graham Townsley, qui a étudié les concepts des Indiens Yaminawa et leur notion de ces esprits yoshi. Il dit chez les Yaminawa, tout ce qui touche au yoshi est fondamentalement ambigu. Ce sont des entités qui ne peuvent pas être réduites à une expression simple. Ils sont à la fois comme et pas comme. Ils sont intrinsèquement complexes. De vouloir les nommer d'une façon simple, c'est déjà mal les nommer. La seule façon correcte de les nommer est donc la métaphore. Ils ont un langage particulier que seuls les chamans utilisent, qu'ils appellent Tsai Yoshto, Yoshto, qui veut dire langage double et entrelacé. Les chamans Yaminawa disent on ne peut pas s'adresser aux esprits yoshi avec des mots frontaux parce que ces mots-là s'écrasent contre les yoshi. Pour pouvoir les voir clairement, je dois utiliser le langage double et entrelacé, densément métaphorique, qui me permet de leur tourner autour en spirale et de les voir clairement. Il faut également noter que dans les conceptions des peuples indigènes, ces esprits sont fondamentalement ambigus, ni bons ni mauvais, capables de guérir mais aussi de faire du mal. Et les praticiens qui entrent en contact avec ces entités en retirent un savoir qui est aussi ambigu que les entités elles-mêmes. Et dans le contexte amazonien, les chamans sont considérés comme des personnages fondamentalement ambigus qui sont capables de guérir mais aussi de nuire. C'est-à-dire que chaque communauté a envie d'avoir un chaman au cas où on en aurait besoin, et en même temps, avoir un chaman dans la communauté, ça fait peur, parce que ces gens-là, ils sont ambigus. Et le rôle de la communauté est précisément d'avoir une certaine vigilance sur ces chamans. Dans les concepts des peuples indigènes de l'Amazonie, les catégories ne sont pas claires. Il n'y a pas de blanc et de noir, de gauche et de droite, de nature et de culture, et ce genre d'opposition qui fait notre fort à nous. Dans leur concept, tout s'imbrique. Le bien et le mal sont inséparables. La nature et la culture aussi.
Donc c'est un peu un autre monde conceptuel et encore une fois c'est bien difficile pour nous de nous en approcher avec nos concepts et de comprendre dès la première heure. Dans les conceptions indigènes, la maladie, les mauvais esprits et la mort font partie du vivant qui est conçu comme un grand ensemble. Dans les conceptions des peuples indigènes de l'Amazonie, les plantes et les animaux sont des humains comme nous. Il n'y a pas de séparation fondamentale entre l'être humain et les autres espèces. L'humanité est une condition qui s'applique à l'ensemble des êtres de ce monde. Dans leur façon de comprendre, les plantes et les animaux étaient des humains il y a très longtemps et à leurs propres yeux le sont restés. Ils considèrent qu'il est possible de communiquer avec ces autres espèces dans le monde des visions et des rêves et que les chamans peuvent même se transformer dans une autre espèce, dans leur vision, grâce à certaines mélodies. C'est ce qu'on appelle le perspectivisme amazonien et certains anthropologues comme Vivero de Castro ou Philippe Descola ici à Paris l'ont très bien expliqué et ils ont écrit des livres entiers sur ce sujet. En gros, ça marche comme ça. Nous voyons des oiseaux et des poissons et c'est clair qu'ils ont des plumes et des écailles. Mais dans la conception amazonienne, nos yeux nous trompent et nous montrent que l'extérieur des choses. Et à la fin de la journée, quand ces animaux rentrent chez eux, ils enlèvent leur costume animal et une petite entité à forme humaine en sort. Et dans leur réalité, ils se voient comme des êtres humains. Et ça a été étudié par Mark Lennertz, par exemple, c'est les Ashaninka de Lucayali, et il le résume de cette façon. Selon les Ashaninka de Lucayali, les jaguars, dans leur monde, se voient comme des êtres humains. Et ils nous voient, nous, comme du gibier, comme des sangliers pécaris. Entre-temps, les sangliers pécaris, eux, se voient également comme des êtres humains. Et ils nous voient, nous, comme des jaguars, comme des chasseurs. Et d'après Lennertz, par exemple, le travail principal du chaman consiste à contacter les autres espèces et à voir les choses de leur point de vue. C'est-à-dire qu'à partir du moment que vous êtes en présence de jaguar et que jaguar a une forme humaine, à partir de là, voilà, vous êtes en plein chamanisme et c'est ça le boulot. Le boulot du chaman, c'est d'aller à la rencontre des puissances animales et végétales et négocier avec eux au nom de la communauté. Dans ces entités avec lesquelles les chamans communiquent dans leur vision, les essences des plantes et les animaux, vivent dans la forêt. Et c'est cet espace horizontal entre la communauté humaine et les plantes et les animaux et leurs essences dans la forêt que patrouille le chaman comme diplomate. C'est une sorte de cosmologie horizontale et l'espace de la forêt où se trouvent ces entités n'est pas plus sacré que là où se trouvent les êtres humains. Et ces entités ne sont ni bonnes ni mauvaises. Donc, il y a souvent une confusion. On considère que le chamanisme est une spiritualité où on le met à la même place que d'autres spiritualités, mais
À mon avis, c'est une erreur, en particulier dans le contexte amazonien. Déjà, les mots en IT, comme spirituel, IT sont des abstractions. Lorsque vous parlez avec, par exemple, un Chéri Piari Ashaninka, il va pas vous parler de sa spiritualité. Il va peut-être vous parler de la mer de tabac. Soyons concrets. Mais en fait, si on écoute bien, par exemple, les chants que font les Cheripiari ou Ayahuasqueros à Shaninka, ils n'appellent pas les esprits des plantes et des animaux, ils appellent jaguar, ils appellent tabac. En fait, dans la langue Ashaninka, il n'y a pas de mot pour esprit. Le mot que les anthropologues ont traduit par esprit en Ashaninka est Maninkari, qui veut dire ceux qui sont cachés. Chez les Yaminawa, si on regarde ces yoshi, ils sont non seulement fondamentalement ambigus, mais leur ambiguïté se situe carrément au niveau de est-ce qu'ils sont matériels ou est-ce qu'ils sont immatériels? Eh bien, les yoshi animent les corps, c'est-à-dire que ces entités, d'après les praticiens amazoniens, se trouvent à l'intérieur du corps humain et à l'intérieur des plantes et des animaux. Et quand les yoshi quittent le corps devient un cadavre. Donc, les yoshi, d'après eux, sont des parties intégrantes du corps vivant et ne sont pas décorporalisés. Ils peuvent l'être occasionnellement, mais en gros, les yoshi avec lesquels on traite sont des entités corporelles, physiques, qui sont dans la forêt et qui sont à l'intérieur de notre propre corps et en même temps qui ont une existence dans un autre niveau où ils sont des êtres avec une volonté qui leur est propre. Donc ils sont à la fois à l'intérieur de nous et dans un autre monde. Encore une fois, on retrouve l'ambiguïté fondamentale de ces entités. Mais et là je vais parler plus lentement parce que je crois que c'est important et c'est aussi difficile. Le mot esprit, c'est un mot latin qui veut dire à la base spiritus, c'est la respiration. Bon, ce n'est pas un concept amazonien que les entités que les chamans perçoivent sont particulièrement liées à la respiration. Pour nous, les esprits sont censés être parfaitement immatériels, mais cette vision-là de l'esprit est une vision bien occidentale et fondée sans doute dans notre opposition entre des corps pleinement matériels d'un côté et des esprits pleinement immatériels de l'autre. Tandis que dans les concepts indigènes, les esprits ne sont pas ces entités entièrement immatérielles et entièrement abstraits, on pourrait dire, mais ils sont enracinés dans les plantes, dans les animaux, dans nos corps et dans l'espace horizontal que nous habitons tous. Donc de considérer que le chaman est l'expert du sacré et que le chamanisme est une spiritualité, c'est quelque chose de questionnable et qui peut mener à toutes sortes de malentendus. C'est-à-dire que il y a de plus en plus d'Européens et d'Américains du Nord qui vont en Amazonie à la recherche des chamans qu'ils peuvent considérer comme des sortes de gourous, de maîtres spirituels, mais dans leur contexte traditionnel, ces praticiens-là servent à répondre à des questions complètement pragmatiques, c'est-à-dire où trouver du gibier demain matin, comment guérir ma grand-mère qui est malade. Il ne s'agit pas de quelque chose de sacré ou de spirituel, mais de quelque chose de tout à fait quotidien et corporel. En 1985, quand j'ai essayé l'ayahuasca pour la première fois, c'était un obscur hallucinogène amazonien. Peu de monde dans le monde occidental en avait entendu parler. Même les anthropologues ne savaient pas vraiment prononcer le mot ayahuasca à cette époque-là.
Mais en Amazonie péruvienne, à ce moment-là, c'était quelque chose de relativement ordinaire de boire de l'ayahuasca simplement pour voir. J'avais été initié par un jeune chaman Ashaninka qui avait été formé chez les Shipibo et qui était en train d'introduire, lui et d'autres gens comme lui, une approche un peu plus individualiste au chamanisme, tout en étant dans le cadre d'une communauté. Ça, c'était il y a 23 ans. Au cours du dernier quart de siècle, on pourrait dire, les ayahuasqueros de l'Amazonie péruvienne, certains ayahuasqueros ont cessé d'exercer dans le cadre d'une communauté et se sont mis à leur compte et ont commencé à administrer de l'ayahuasca individuellement pour ceux que ça peut intéresser et contre rémunération. Donc ils sont dans le marché comme tout le monde. Certains sont bons, certains sont moins bons. Mon propos n'est pas là. Un ayahuasquero qui cesse d'exercer dans sa communauté, est-ce qu'on peut dire que c'est encore un chaman? Eh bien, si on prend la définition d'Alfred Metro, un individu qui, dans l'intérêt de la communauté, entretient un commerce avec les esprits, eh bien non. Eh bien non. On ferait mieux de les appeler des néo-ayahuasqueros ou des néo-chamans, si on veut être précis avec les mots. En même temps, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre de jouer aux arbitres et de dire est-ce que la balle est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne, est-ce que c'est un chaman ou pas un chaman, puisqu'il s'agit déjà d'une étiquette transculturelle inventée par les Européens pour parler de gens non européens qui ne s'appelaient pas chaman. Donc maintenant que certains de ces gens commencent à dire « Ah bon, puisque c'est comme ça, on s'appelle chaman », ça fait un peu bizarre d'aller chez eux et de leur dire « Ah non, excusez-moi, vous n'êtes plus un chaman parce que Alfred Metro a dit que la définition, etc. » quoi. Bon. Donc, c'est un peu spécial à partir de maintenant de jouer au blanc-bec et d'aller en Amazonie péruvienne et dire ça c'est un vrai, ça c'est pas un vrai, ça c'est un, etc. Toujours est-il que je pense que ces questions sont suffisamment complexes pour mériter une attention particulière aux mots qu'on utilise. Bien, alors maintenant, il y a donc des néo-ayahuasqueros ou néo-chamans qui opèrent en Amazonie péruvienne et il y a de plus en plus d'Européens qui font le voyage en Amazonie pour essayer l'ayahuasca, pour voir. Je peux comprendre cette démarche et cet élan parce qu'effectivement, les images que cette mixture végétale déclenche sont spectaculaires et souvent riches d'informations. Mais il convient de dire que la démarche n'est pas sans risque. D'abord, au niveau des antidépresseurs. Les antidépresseurs qu'on utilise actuellement fonctionnent tous sur les récepteurs de sérotonine, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, on les appelle des SSRI. Eh bien, en fait, l'ayahuasca agit également sur ces récepteurs sur nos neurones et il est très contre-indiqué de consommer des antidépresseurs et de l'ayahuasca en même temps. On dit qu'il faudrait arrêter les antidépresseurs au moins 6 semaines avant une prise d'ayahuasca, sinon vous risquez des séquelles graves. La même chose est vraie avec les antibiotiques. Et finalement, l'ayahuasca fonctionne puisque c'est une mixture qui contient plusieurs substances et une de ces substances sont des inhibiteurs de monoamine oxydase, c'est une enzyme du foie. Donc, en fait, c'est même assez intéressant. La mixture elle-même d'ayahuasca est une préparation sophistiquée puisque la principale molécule hallucinogène s'appelle diméthyltryptamine, se trouve dans les feuilles d'un buisson appelé chacruna, mais qui est oralement inactive.
Vous pouvez donc faire un thé avec ces feuilles qui contient toutes sortes de DMT et vous buvez cette tisane, décoction, et il ne se passe rien, puisque la molécule hallucinogène est inactivée par la monoamine oxydase. Or, les indigènes combinent les feuilles de la plante avec une liane qui contient plusieurs substances qui sont des inhibiteurs de monoamine oxydase et qui bloquent l'enzyme dans le tract digestif et qui permettent à l'hallucinogène de passer à travers l'estomac, d'entrer dans le sang, de monter dans le cerveau et d'allumer le film. Mais oui, alors donc le mécanisme par lequel ça permet de voir passe par le blocage d'enzymes dans notre foie. Et donc, il convient de faire attention à ce que l'on mange avant la prise et après la prise. Et finalement, l'ayahuasca peut induire des frayeurs qui sont difficiles à gérer. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude et qui ne vient pas d'une culture habituée à l'utilisation de ces plantes. En fin de compte, il suffit d'écouter les peuples indigènes amazoniens qui ont mis l'ayahuasca au point et qui ont des siècles d'expérience avec ces plantes. Et tous les indigènes qui connaissent ces plantes les considèrent comme dangereuses, redoutables. On peut en faire des alliés, mais alors, au bout d'une longue conquête, de présupposer que ces plantes-là sont nos amis est juste une erreur. Jean-Pierre Chaumeil dit que les Yaguas, à l'époque, affirmaient que pour atteindre une véritable maîtrise de l'ayahuasca, il fallait attendre 30 ans, que le chaman ait des rides qui sillonnent son visage. Et maintenant, il y a des Européens qui importent l'ayahuasca en Europe, qui ignorent son usage traditionnel, et on en vient à devoir dire à des gens « ne prenez pas le volant après avoir bu de l'ayahuasca ». C'est juste hallucinant. L'ayahuasca est un outil puissant à ne pas prendre à la légère. En 1995, quand j'ai publié le livre « Le serpent cosmique », j'ai cherché à mettre en rapport le chamanisme amazonien et la biologie moléculaire. Ce faisant, je cherchais à agir comme un diplomate entre les systèmes de savoir, comme dit Bruno Latour. Un diplomate cherche à mettre les deux parties sur le même pied et à ouvrir une possibilité de dialogue. Mon idée était de réaliser une approche bicognitive. Il ne s'agissait pas de privilégier une façon de connaître sur une autre et de dire que la science est meilleure que le chamanisme ou que le chamanisme est meilleur que la science, mais au contraire de voir comment ces deux systèmes pouvaient fonctionner ensemble. Pour expliquer le bicognitivisme, je ferai l'analogie avec le bilinguisme, c'est-à-dire que une langue est une façon de comprendre le monde. Et la réalité n'est pas la même selon si vous la regardez en anglais ou en français. Et par contre, vous pouvez faire des traductions, mais comme tous les traducteurs le savent, toute traduction est une trahison, ça c'est clair. Et il y a parfois des concepts qui ne se traduisent pas, tout simplement. Mais en même temps, si vous maîtrisez deux langues et vous êtes capable de faire des allers-retours entre ces langues, ça vous donne plus de mots et plus de concepts pour saisir le monde. Alors c'est clair que c'est difficile de devenir bilingue. Et parfois, au cours de votre apprentissage de la deuxième langue, vous pouvez vous retrouver perdu entre les deux langues et vous ne parlez ni votre langue maternelle ni la deuxième langue bien. Ça c'est clair que il faut beaucoup de temps pour maîtriser le bilinguisme. Et avec le bicognitivisme, alors c'est un petit peu la même chose. Concrètement, c'est clair qu'il y a des concepts chamaniques qui ne traduisent pas en scientifique et vice-versa. Par contre,
il y a des correspondances directes sur des questions fondamentales concernant la nature de la nature. Les chamans affirment que l'ensemble des êtres vivants sont animés par des essences qui sont les mêmes essentiellement pour les êtres humains ou pour toutes les autres espèces. Les scientifiques nous disent maintenant la même chose à propos de l'ADN. L'ADN est une molécule informationnelle que l'on retrouve dans chaque cellule de chaque être vivant et l'ADN d'une bactérie et d'un être humain ne peuvent pas être distingués. C'est simplement l'ordre des lettres qui change. Les chamans du monde entier nous affirment que nous avons une parenté avec les plantes et les animaux. Les scientifiques maintenant confirment cette notion et arrivent même à la chiffrer. C'est-à-dire qu'à travers la génétique, on sait maintenant que nous partageons plus de 95% de nos séquences génétiques avec les chimpanzés. 50% des gènes contenus dans une banane ont des équivalents dans le génome humain. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes des moitiés de banane, mais presque. À mon avis, le chamanisme peut fonctionner comme un contre-champ à la science. C'est-à-dire que, alors, on réfléchit à la parenté en fonction des séquences d'ADN, ça c'est l'angle principal, mais revoyons sous un autre angle. Que nous disent les chamans à propos des essences animées qui animent l'ensemble des êtres vivants? Que disent les chamans à propos de la parenté qui nous lie avec les autres espèces? Alors, on prend par exemple la question des plantes. On revoit les plantes et les animaux sous un autre angle. Que nous disent les chamans? Ils affirment par exemple que les plantes sont intelligentes. Cette idée faisait rire les Occidentaux et les scientifiques jusqu'à il n'y a pas trop longtemps. Mais maintenant, les recherches scientifiques sur les plantes confirment que les plantes ont des intentions, prennent des décisions et arrivent à calculer des aspects complexes de leur environnement. La génétique des années 90 a révélé les signaux que les cellules des plantes utilisent lorsqu'elles apprennent et mémorisent les choses. Il s'avère que une plante peut gérer de l'information du monde autour d'elle, l'intégrer au niveau de l'ensemble de son organisme et que les cellules à l'intérieur de la plante utilisent des signaux moléculaires et électriques qui sont identiques aux signaux utilisés par nos propres neurones. Donc je m'explique bien, nous allons à l'intérieur d'un cerveau humain et nous regardons ce qui se passe in vivo, et bien en fait lorsque nous avons une conversation ou réfléchissons, nos neurones s'envoient toutes sortes de substances chimiques qui sont les signaux avec des effets qu'on n'a pas encore pleinement réussi à comprendre. On a été écouté aux portes à l'intérieur d'un brin d'herbe, par exemple, à ce qui se passe entre les cellules de ce brin d'herbe, tandis que l'herbe est en train de mener sa vie, de percevoir le monde, de voir tous les changements autour d'elle, d'intégrer cette information et ensuite d'agir dessus. Et lorsque la plante fait tout cela et qu'on écoute et qu'on intercepte les signaux entre ces cellules, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes molécules et les mêmes ions électriquement chargés que cet être utilise. Ça veut dire qu'une plante n'a peut-être pas de cerveau, mais la plante dans son ensemble fonctionne comme un cerveau. Donc nous découvrons tout cela à travers la science de pointe au cours des derniers 10 ans. Nous découvrons finalement que même un brin d'herbe est un organisme sensible. La liste qui était censée nous séparer des autres espèces a fondu comme neige au soleil. On était les seuls à utiliser les outils, les seuls à communiquer, les seuls à abstraire. En fait, même les abeilles sont capables d'abstraction d'après les recherches en cours.
Donc, il y a des livres qui paraissent maintenant, avec le titre la fin de l'exception humaine. On commence à se rendre compte que le piédestal sur lequel l'homme occidental s'est mis était simplement une arrogance et que finalement, nous sommes des organismes pleinement biologiques, avec nos particularités, c'est sûr, mais chaque espèce a ses particularités. Et ce nouveau statut que nous avons, qui redéfinit la nature de la nature et ainsi que qu'est-ce que c'est que l'humanité, tout cela n'a pas encore été pleinement intégré par notre culture. C'est nouveau. La science vient de le découvrir. Et je pense qu'en engageant un dialogue avec le savoir des peuples indigènes sur ce genre de questions, on peut arriver à des nouvelles compréhensions. Du point de vue des chamans, les plantes dans leur monde sont également des êtres humains à leurs propres yeux et ils ont des intentions. Et l'intention d'une plante donnée correspond à son pouvoir. Alors si on veut comprendre le pouvoir d'une plante, il s'agit de l'aborder de cette façon-là. D'ailleurs, notre propre pouvoir à nous humains correspond aussi à notre intention et à notre volonté. Donc, si on prend l'approche chamanique d'une plante et on chercherait à enrichir la compréhension scientifique d'une plante, qu'est-ce que l'on voit? D'un point de vue chamanique, une plante est avant tout un être. D'ailleurs, dans les concepts amazoniens, l'ayahuasca est avant tout un être qui met en rapport avec tous les autres êtres. Cela est à opposer à la vision scientifique d'une plante. C'est que jusqu'à présent, la science objective a étudié les plantes comme des objets. En fait, c'est ça que ça veut dire objectif. Ça veut dire relatif à l'objet. Alors, qu'est-ce que ça change si vous approchez une entité comme un objet ou comme un être? Eh bien, un objet, on s'intéresse surtout à un objet par rapport à son contenu matériel. Tandis que s'il s'agit d'un être, on s'intéresse avant tout à la relation qu'on peut établir avec cet être. Les chamans n'ont jamais été contre la prédation humaine. Au contraire, ils ont toujours estimé qu'il s'agissait de la négocier. Ils considèrent qu'il est important d'avoir un dialogue avec les autres espèces avec lesquelles nous partageons cette planète. Et peut-être ont-ils tout simplement raison. Et peut-être que ceux qui considèrent la nature comme un objet n'ont pas le monopole qu'ils prétendent sur la réalité des faits. Voilà. OK.